Bonjour. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir au campus Condorcet pour cette journée de colloque sur le haut potentiel et la haute sensibilité. Et je me réjouis de l'intérêt porté à cette thématique. Donc, nous avons avec nous des personnes qui sont connectées en visio. Et je vous remercie, il y a beaucoup de monde. J'ai souhaité organiser cette journée autour de la question du haut potentiel et de la haute sensibilité, car je me questionne sur la réactivité émotionnelle de mes patients. Depuis plus de 20 ans, je travaille avec des patients qui présentent des conduites addictives dans le centre Monceau, que certains peut-être connaissent. Le centre Monceau qui a été créé en 1980 par Sylvie Angèle pour recevoir les familles toxicomanes. Sylvie Angèle qui travaillait alors à l'hôpital Marmottan avec Olivenstein. Particulièrement sensible, la consommation est parfois le seul moyen que nos patients ont trouvé pour réguler leurs émotions. Parmi eux, un certain nombre ont une pratique artistique, professionnelle ou non. Cette sensibilité, mais aussi pour certains, une manière de parler en choisissant très précisément leurs mots, m'a amené à m'intéresser au haut potentiel et à la théorie de Dabrowski sur les hyperstimulabilités. Et je constate que les cliniciens, d'une manière générale, semblent de plus en plus attentifs à ces profils, car depuis quelques années, dans ma pratique d'enseignante, de formatrice à l'approche systémique et dans mon activité de supervision, le diagnostic de haut potentiel est de plus en plus mis en avant par les collègues, ce qui était moins le cas il y a une quinzaine d'années. Est-ce que nos patients sont plus réactifs qu'autrefois ou est-ce notre regard qui a évolué? Y a-t-il aujourd'hui plus de sujets haut potentiel qu'avant ou sont-ils davantage diagnostiqués? Est-ce qu'ils sont davantage visibles parce que les nouvelles technologies leur permettent de se retrouver et de s'exprimer dans des forums d'échange ou est-ce un effet des médias? La thématique du haut potentiel est en effet de plus en plus médiatisée, par exemple avec la série HPI. L'inconvénient de cette médiatisation est qu'elle véhicule parfois des clichés sur le haut potentiel qui peuvent être préjudiciables pour les personnes concernées et leur entourage. Les médias décrivent principalement les sujets qui vont mal et ignorent la majorité qui va bien. Au-delà de ce phénomène de médiatisation, je me suis questionnée sur la visibilité aujourd'hui des hauts potentiels en lien avec les mutations psychosociétales et le développement des nouvelles technologies. Comment l'homme a-t-il évolué avec les nouvelles technologies? Est-ce que les mutations psychosociétales ont modifié la sensibilité des nouvelles générations? Y a-t-il une pertinence à comparer l'homme au potentiel et l'homme augmenté? Les générations se succèdent mais ne se ressemblent pas. Né en 1967, j'appartiens à la génération X, bien docile, mais pas très douée en informatique. Avec mes jeunes patients ou même mes enfants, j'observe les différences avec les générations suivantes. La génération Y, née entre 1980 et 1994, grandit avec la présence incontournable des nouvelles technologies, ce qui amène certains à appeler cette nouvelle génération les digital natives. Nous observons chez eux, entre autres, une forte capacité d'adaptation, une ouverture d'esprit. La génération Z, née entre 1995 et 2010, se caractérise par le sens des valeurs, une rapidité de pensée et d'action, une soif d'entreprendre. C'est la génération qui entre actuellement sur le marché du travail. On les appelle les social natives à cause de leur fonctionnement en réseau. Cette nouvelle génération diffère de la précédente car elle refuse de s'enfermer dans une bulle digitale et exprime son besoin d'expérience IRL, c'est-à-dire in real life, que la pandémie a exacerbé. Si la génération Y était la génération de la présentation de soi sur les réseaux sociaux et du selfie, la génération Z a soif d'authenticité. C'est une génération qui veut parler de ses vrais problèmes et de sa vraie vie à ses amis sans filtre. Il cherche désormais des réseaux sociaux avec de l'écoute, du dialogue, du collectif, une attention et de la bienveillance.
en somme de la maternance et du care, résume l'anthropologue Elisabeth Soulier. C'est une génération inclusive qui accepte la diversité, ce qui permet l'apparition de phénomènes nouveaux comme le mouvement body positive qui prône l'appréciation de tous les types de corps, un mouvement pour soi et pour autrui qui permet de lutter contre les préjugés et d'accepter les aléas de la vie. Une génération qui accepte aussi la diversité sexuelle et de genre et la neurodiversité, ce qu'on peut constater à travers la multiplicité des blogs et des sites sur les troubles 10, les troubles de l'attention, l'autisme et le haut potentiel. Les normes établies et les autorités traditionnelles sont de plus en plus remises en question. Soulier décrit ce changement comme le passage de la loi du père à la loi du frère. Plutôt que de consulter un spécialiste, on va chercher les infos sur le net, sur les forums, auprès de ceux qui vivent la même situation. Les savoirs expérientiels sont valorisés. C'est le net qui a contribué à la fin de l'autorité des sachants pour cette génération. Quiconque peut donner son avis, le quidam vaut celle de l'expert, nous dit Elisabeth Soulier, tout en alertant sur les dangers d'accorder du crédit à tout. Le risque serait alors de se représenter le sujet au potentiel uniquement à partir du discours de ceux qui souffrent et d'oublier que la majorité qui va bien ne s'exprime pas sur ces espaces de parole. Jean-Paul Gaillard, qui s'est particulièrement intéressé aux mutations psychosociétales, évoque également ce besoin de connexion chez les jeunes générations. Selon lui, l'Occident connaît actuellement une mutation sociétale d'une ampleur équivalente à celle qu'il a connue au IVe, Xe, XVIe et XVIIIe siècle. Chacune de ces mutations a produit un homme nouveau que l'on pourra caractériser en repérant une nouvelle forme d'intelligence et de sensibilité, de nouvelles logiques, des sciences nouvelles, des valeurs nouvelles, de nouvelles technologies. Parmi les mutations psychosociétales qui ont permis une hausse de visibilité du haut potentiel, j'aimerais reprendre certains éléments analysés par Jean-Paul Gaillard. Il nous dit « Avec les enfants et adolescents d'aujourd'hui, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle normalité, d'une nouvelle économie psychique, d'une nouvelle personnalité de base. Concernant l'économie psychique, il va distinguer la forme antérieure de l'intelligence et comment elle évolue chez les mutants. Voici comment il envisage l'intelligence avant la mutation. Rationnelle dure, criticiste, objectivante, immobilisante, analysante, culpabilisante. La mutation en cours a façonné une nouvelle forme d'intelligence qui serait rationnelle souple, positivante, subjectivante, dynamisante, modélisante et pragmatique. Pour Gaillard, cette nouvelle injonction à penser peut induire une confusion entre des enfants plus précoces dans la réflexion, la négociation, que nous l'étions au même âge, et des enfants au QI élevé. La manière de construire son identité a également changé. Hier, on avait une identité appartenentielle, caractérisée par une hétéronomie, c'est-à-dire une demande vitale de reconnaissance, condition de notre sentiment d'exister. Le collectif était prioritaire par rapport à l'individu. Aujourd'hui, nous observons une identité individuelle, caractérisée par une autonomie qui se manifeste par un besoin vital de visibilité, condition de leur sentiment d'exister. L'individu est prioritaire par rapport au collectif. Ce changement d'identité amène un changement dans les troubles présentés. Le névrosé souffrait de troubles de l'individuation, c'est-à-dire des troubles de la bonne distance par rapport à ces groupes d'appartenance. Le mutant, aujourd'hui, souffre de troubles de l'individualisation, c'est-à-dire des troubles du rapport à soi. Jean-Paul Gaillard constate aussi que le processus de désinstitutionnalisation du couple et de la famille induit une subjectivation et une affectivation du lien. Subjectivation, c'est-à-dire que ce n'est plus l'institution qui est garante du lien, puisque l'appartenance est devenue secondaire. C'est la qualité de l'accordage affectif, au sens de Daniel Stern.
Le rapport à l'autre est très concret et subjectivé et affectivé, impliquant un rapport d'estime à mesurer constamment de l'autre à soi. On observe aussi une affectivation du lien. Les mutants montrent une réelle compétence à exprimer leurs émotions. Cependant, là où on aurait pu s'attendre à ce que le processus d'individualisation mette en place des êtres pour lesquels la séparation d'avec les autres soit facile, on observe au contraire une incapacité à se sentir dans le monde, à faire partie du monde, si ce n'est qu'à travers l'expérience affective. Lorsque l'expérience affective vient à faillir, s'ensuit un mal-être psychologique, douloureux et incapacitant. Je cite Bernard Fourré, « Livré à lui-même, notre contemporain, n'ayant plus que les autres en lui, devient très accroché à son rapport concret aux autres et développe ainsi une sensibilité particulière à l'abandon. » Ces changements apportent des contraintes à nos jeunes mutants qui doivent bouger sans cesse pour s'assurer du contact avec l'autre, s'assurer en permanence d'une visibilité suffisante à travers une présentation de soi suffisamment intense, s'interréguler avec les partenaires au seul niveau de l'affectif, de l'émotionnel. Les troubles liés à ces contraintes qui guettent les mutants concernent la paroxysmalité, le narcissisme, l'abandonnisme, qu'on retrouve aussi chez les sujets borderline. Gaillard mentionne aussi une plus grande vulnérabilité au syndrome post-traumatique. La culpabilité, pilier central de l'éthos de l'ancien monde, avant la mutation, a perdu sa légitimité. Le mutant est alors plus en difficulté pour faire face à un événement potentiellement traumatique. Nous sommes alors face à des sujets qui présentent une haute sensibilité. Voici quelques éléments de contextualisation pour répondre à cette question. Donc, pourquoi s'intéresser au haut potentiel en 2022 et mieux comprendre cette visibilité, cette médiatisation et cette volonté de s'exprimer des personnes à haut potentiel et ou à haute sensibilité que nous observons depuis quelques années dans nos consultations. Si nous nous réjouissons que le haut potentiel soit davantage connu et pris en compte par les psychologues et les enseignants, cette vulgarisation a aussi contribué à diffuser certaines idées fausses, en particulier l'idée qu'une personne au potentiel va présenter des troubles de la régulation émotionnelle et des comportements inadaptés socialement qui gêneront le groupe. C'est pourquoi il me semblait urgent d'organiser une journée comme celle-ci avec des chercheurs et des cliniciens afin de faire le point sur l'avancée des connaissances pour mieux préciser ce qu'est le haut potentiel et ce qu'est la haute sensibilité. Je vais maintenant donc laisser la parole à Nicolas Gauvry. Donc Nicolas Gauvry est maître de conférence HDR en psychologie cognitive à l'Université de Lille. Membre du laboratoire Charte, il mène des recherches sur le haut potentiel intellectuel, l'éducation à l'esprit critique et la modélisation mathématique en psychologie. Il est l'auteur de l'ouvrage « Les surdoués ordinaires », paru en 2014, et il a co-dirigé avec Nathalie Claubert l'ouvrage « Psychologie du haut potentiel » paru chez Deboc en 2021. Voilà, donc Nicolas va nous proposer de réfléchir à cette question. Est-ce qu'une intelligence ou une sensibilité très élevée pourrait représenter un facteur de risque pour un certain nombre de troubles et de difficultés, notamment émotionnelles et sociales? Merci.